d'être là, d'être présent. C'est bon. Je vois que les 6 mots provoquent aussi l'intérêt. Voilà, je voudrais accueillir au nom de toute l'équipe de Strat et de Dominique qui a dû s'absenter lundi soir, qui est en Inde. Je voudrais accueillir 2 collègues, deux vieux collègues d'école, Antoine et Frédéric, voilà, qui ont monté leur agence de design, Sismo, qui est une agence qui a pignon sur rue. Je pense que vous en avez entendu parler. Normalement, vous devriez en avoir entendu parler, qui font pas mal de presse. Et voilà, mais je suis très, très honoré qu'ils viennent à Strat pour présenter leur travail. Vous allez voir que le métier du design, en fait, apporte énormément d'agilité, de flexibilité, et la panel dans laquelle les Sismo travaillent est très, très large. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus, je vais laisser se présenter. Voilà, on démarre un petit peu en retard. Je sais pas, il y a une petite heure. Est-ce que ça vous convient? Ok, bon, on part comme ça, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir, donc moi je suis Frédéric Lecourt, l'associé d'Antoine. Ce qu'on va essayer de faire, c'est pour ça que tout à l'heure on demandait si on était filmé. Généralement, quand on fait ce type d'exercice, on essaie de montrer pas forcément ce qu'on montre à tout le monde, ce qu'on aurait aimé voir quand on était étudiant. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc un parcours, des histoires, des anecdotes, pas mal de projets qui n'ont pas marché. C'est aussi intéressant de montrer les succès, c'est sympa, mais de montrer quand ça va pas et pourquoi et comment et qu'est-ce qui a pu se passer, c'est aussi intéressant. L'idée aussi, c'est de balayer différentes expériences et puis ensuite de pouvoir échanger. Si vous avez des questions, toujours dans cette petite empathie. Quand on était étudiant, on aurait aimé poser des questions à des professionnels qui ont tenté des trucs. Donc c'est l'occasion. Donc c'est un peu notre premier boulot. Hein. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école dans un BTS d'esthétique industrielle à Toulon. Puis un petit bout de parcours à l'ENSI, les ateliers, et pas passer le diplôme pour monter un studio de design. L'idée à l'époque, on avait eu une petite expérience au studio des Lucchi à Milan, et c'était un peu une révélation sur le fonctionnement du design en Italie. Un studio italien offre la possibilité de faire un projet monumental d'aéroport pour le Japon, une villa pour un particulier, tous les produits, toute la stratégie de développement de produits pour un groupe informatique, du mobilier pour des éditeurs renommés, et puis de la production privée, vendue en toute petite série dans des galeries. Et pratiquer tout ça ne pose aucun problème. Et c'est un peu avec cette idée qu'on s'est dit allez, on va tenter notre truc parce qu'on a envie de surtout pas s'enfermer dans un domaine, surtout pas défendre une signature stylistique, mais défendre une philosophie, une manière de faire, beaucoup de liberté. Et puis on s'est dit on verra bien, en avançant on va trouver la manière de fonctionner. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est du design service digital. On ne fait absolument plus de distinction entre le design produit, le design de service ou le digital. On a commencé à 2 chez Antoine, dans sa cave, à Lyon. Aujourd'hui, on est à Paris, on est 14 personnes, quasi exclusivement des designers avec que des profils différents. Issus d'écoles toutes différentes, avec des savoir-faire tous différents, allant de Kevin qui est parmi nous, qui nous a rejoint récemment et qui est designer d'interface, designer d'expérience, et en charge de toutes les questions du digital. Des designers qui viennent de plein de grandes écoles de design, jusqu'à une personne qui est ingénieur, designer, ingénieur INSA, matériaux et designer du Royal College. Et toutes ces compétences permettent de traiter plein de choses, plein de projets,
dans plein de directions. Je dirais horizontalement, on travaille sur plein de typologies de sujets. Alors si on parle de produits, ça va être du design culinaire, comme on peut voir ici, du packaging, du design alimentaire. Ça nous est arrivé de dessiner des hamburgers pour McDonald's. Des produits de bureau, des accessoires un briquet, on voit ici, pour rester du pont. On a aussi bossé pour des pneus, pour Michelin. Et une verticalité aussi dans les sujets traités, c'est qu'on va aussi bien intervenir dans le domaine du luxe que dans des produits de très grande consommation, des produits qui vont se retrouver chez Intermarché sans problème. Tout ça sans avoir la sensation de se fourvoyer, tout ça en toute transparence. Quand on va bosser chez Hermès, ils savent très bien ce qu'on peut faire pour Intermarché et réciproquement. Quand on va bosser avec un artiste contemporain, ça ne pose absolument aucun problème. Que le lendemain, on aille faire des pneus avec des ingénieurs chez Michelin. Et c'est tout l'intérêt, et aujourd'hui, c'est toute la qualité des relations qu'on peut tisser avec nos clients. Elle est de cette compréhension, elle est de ces échanges, et de cette capacité à travailler de manière multifacette. Et avec des équipes qu'on constitue au sein de l'agence en fonction des sujets et des besoins. On fait très très peu appel à des freelances. On essaye réellement de tout intégrer et de dialoguer au maximum pour avoir des résultats les plus pertinents possibles. Donc après, quand on pousse les frontières comme ça un petit peu des sujets sur lesquels on peut intervenir, par exemple, ici on voit une image avec un bout de Coca-Cola, on accompagne Coca-Cola France, on pilote pour eux le concours du design durable. Donc on conçoit qu'est-ce que c'est qu'un concours de design durable, comment accompagner les étudiants, persuader Coca que le projet ne va pas leur appartenir mais va rester la propriété des étudiants, et puis dire à Coca, vous allez vous appliquer à vous-même cette démarche durable. Voilà, ça c'est un peu aux limites de l'exercice, mais on adore quand même faire ce type de démarche. Ou ce que vous voyez ici, c'est des premières explorations sur un photomaton 3D qu'on a monté pour la Monnaie de Paris, où on scannait les gens et ils repartaient avec une pièce de monnaie avec leur tête. Du design thinking, ça on adore. Bon, c'est un peu, c'était la news qu'on a envoyée hier, je crois, c'est un peu le buzzword de l'année. Le design thinking, on en fait depuis la création du studio, sauf que ça n'avait pas été marketé comme ça. Donc là-dessus, je vous invite quand même à réflexion, parce qu'aujourd'hui, des gens qui prétendent faire du design thinking, ils sortent beaucoup d'écoles de commerce. Et c'est dommage que le design cœur de métier sur le produit ne se soit pas plutôt approprié ce type de démarche. C'est commencer la réflexion beaucoup plus tôt, c'est oser mettre un pied dans les business models, dans les organisations, voilà, oser penser comme un designer dans des domaines qui ne sont pas forcément un domaine privilégié du design. C'est ce qui nous permet par exemple de faire accoucher pour le groupe Saint-Gobain d'un centre d'innovation, en partant d'une simple question. Le patron de l'innovation nous dit aidez-moi à faire dialoguer mes chercheurs avec une petite partie de mes clients qui me poussent à innover. Mes chercheurs y trouvent, mais alors des trucs dont on ne sait pas quoi faire. Puis j'ai des architectes ou des constructeurs qui viennent me voir et qui me posent des questions et je ne comprends même pas leurs questions. Donc ça demande beaucoup de workshops, beaucoup de travail collaboratif avec plein de monde dans le groupe pour arriver à coucher le cahier des charges. Et puis, 3 ans plus tard, d'ouvrir un lieu dans lequel il n'y a aucune information écrite, parce que s'il y a un truc écrit, on ne va pas se parler. On va lire et puis on déteste avoir l'air con, donc si c'est écrit, on part du principe qu'on a compris. Donc là, il n'y a absolument rien d'écrit dans ce centre d'innovation. Et puis on a des modules immersifs dans lesquels on vit des expériences sensorielles, parce que le seul outil qu'on a tous en commun, quel que soit son métier et sa culture, c'est son corps comme outil de mesure, de sensation, de performance, de ce qui peut se passer dans un habitat. Voilà. À l'origine du studio, on était extrêmement jeune et prétentieux. On s'est dit non, nous on ne va pas vendre nos idées aux industriels, on va éditer nos propres idées. Donc on s'est pointé, à l'époque il y avait le salon du meuble, c'était en 97.
Et on a déboulé avec une trentaine d'objets référencés, prêts à être édités. On avait bossé 1 an en amont. On a perdu beaucoup d'argent. Par contre, comme on jouait avec nos sous, on a beaucoup appris, et très vite, réagi très vite. Puis on a finalement réussi à faire des produits qui ont commencé à se vendre, et puis c'est aussi comme ça qu'on a commencé à rencontrer des industriels, des clients. Sur le premier salon, les 2 choses à peu près rentables qui se sont passées, c'est pas la vente de produits, c'est la rencontre d'un ingénieur de chez Renault qui faisait le lien entre la recherche et le design, et la rencontre d'une personne qui bossait chez Ikea sur les futurs concepts, et qui nous ont demandé d'intervenir. Voilà, donc ça a commencé comme ça, c'était un pied à l'étrier. Aujourd'hui, de cette expertise, on en a gardé un réalisme industriel, c'est-à-dire quand on commence à poser le crayon, on se dit oulala, combien ça va coûter? Est-ce que l'outil va être amorti? Est-ce que le service après-vente il va bien se passer? Est-ce que le packaging va être bon? Et on accompagne de temps en temps des clients qui nous demandent de dessiner, par exemple Badois nous demande de dessiner un verre événementiel. On fait un truc très sympathique, très audacieux. Ils reviennent vers nous en disant, dites donc, votre verre là, il n'est pas fabricable. Donc on dit, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Et du coup, on fabrique ce verre au travers de sous-traitants et on leur vend. Donc là, ça devient rentable. Culture et scénographie. Ça fait toujours partie d'une démarche extrêmement pédagogique sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et il y a quelques années de ça, Elsa Frances, la patronne de la Cité du Design de Saint-Étienne, est venue nous chercher parce qu'elle avait vu, pour arriver à faire tous ces projets dans tous les sens, souvent je dis on fait tout et n'importe quoi, mais on le fait bien. Et pour le faire bien, je le répète, c'est de l'échange et c'est du dialogue, et donc on a créé des outils de dialogue pour communiquer sur le design avec nos clients et les équipes projet. Et cet outil, Elsa l'avait vu, elle nous a dit j'aimerais bien que ça devienne le commissariat et la scénographie de l'exposition d'ouverture de la Cité du Design à Saint-Étienne. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des expos, à être commissaire et scénographe. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi enrichissant que financièrement que culturellement et instructif. C'est que ce sont des projets, des objets de design à part entière. Il y a une mécanique de découverte de l'exposition. Il y a un message, il se passe des choses, il y a une interaction. Et en même temps, ça nous permet de découvrir plein de recettes sur plein de produits, plein d'histoires de projets qui se passent dans le monde. Et voilà, de garder un contact avec des choses émergentes. C'est comme ça qu'on s'est intéressé aux imprimantes 3D il y a plus de 7 ans. Et qu'on a commencé à faire des premières expérimentations. Vous voyez ici en haut, là, ça doit être mon crâne. Imprimé. Antoine veut dire un peu. Bonsoir. Bon, on travaille avec plein de monde. J'espère que vous avez, dans tous ces slides-là, retrouvé tout l'attendu que vous attendiez de ce qu'est une agence de design ou de ce que sont les Sismo. Il y a un truc qui est important, c'est que nous, on s'intéresse beaucoup à ce que font les gens et assez peu à ce que font les agences. C'est une première chose. On s'intéresse beaucoup à la question que pose le design et pas tellement au style qu'est le design. Et on s'intéresse surtout à essayer de créer une expérience. Et créer une expérience, c'est pas dans le sens marketing de dire nos clients nous demandent de créer une expérience. C'est plus que l'aventure qu'on a envie de vivre par le design, c'est une vraie expérience. Donc là, on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses. On vous a fait la présentation un peu classique de l'agence. C'est les images que vous avez vues précédemment, c'est les images qu'on montre aux industriels. C'est les images qu'on montre, j'allais dire, assez classiquement dès qu'on rencontre des gens à qui on va demander de l'argent. Comme on va pas faire la quête à la fin de la conf, on va pouvoir parler d'autre chose. Le design, c'est quand même une sacrée vanité. C'est-à-dire qu'on est tous là à essayer de faire des choses. Là, on avait fait une photo avec quelques projets qu'on avait fait, avec les crânes qu'on avait fabriqués. Mais finalement, ça n'a pas grand sens si c'est juste pour produire. Aujourd'hui, je pense que les entreprises, les étudiants, nous, on se pose tous la question de savoir pourquoi on ferait une nouvelle tasse à café. Si c'est pour avoir notre tête dans notre amuros, c'est de la vanité. On ne peut pas dire que ça soit très utile pour ce qu'on produit. Donc c'est un peu le trou noir quand même. C'est un peu, finalement, à quoi ça sert de faire du design. On peut faire du design, faire du design. Je pense que vous avez tous une idée de ce que vous avez envie de faire dans le design. Il y en a qui veulent faire de la bagnole, il y en a d'autres qui veulent faire du digital, il y en a d'autres qui veulent faire les broulettes, il y en a d'autres qui veulent faire
il y a toutes sortes de modèles qui sont possibles. Et alors nous, on a eu la chance de rencontrer des Lookies, comme disait Fred tout à l'heure, à Milan. Et ça nous a assez frappé à la fois dans la façon dont le designer pouvait travailler. Frédéric a parlé de faire de la stratégie pour des grandes boîtes et puis de faire de la production privée dans des toutes petites séries. Il a une très grande implication sociétale dans ce qu'il fait. Et c'est un vieux sage en réunion. Tu vas raconter ce que j'aime bien ça. C'était une grande expérience. On l'appelle Pépé des Lookies, avec beaucoup de respect. Mais régulièrement en réunion, il se planquait derrière sa barbe, il passait sa main sous son menton et il remontait sa barbe devant son visage. Et puis d'un coup, il sortait une phrase. Et en fait, il se moquait tout le temps. Il y avait une espèce de petite dérision, entre dérision et sagesse. Dérision sur le monde, sagesse sur qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire. Bref, à l'époque, on avait moins de 30 ans, bien moins de 30 ans. Ça faisait marrer, mais le personnage tel qu'il se pose, il réussit à capter, à emmener sur des histoires. Et réellement, tout à l'heure je parlais de révélation, c'est de se dire il y a une espèce de décontraction, c'est pas très grave. Moi j'ai le souvenir en tant qu'étudiant d'avoir une espèce d'angoisse en me disant mais qu'est-ce que je vais devenir, il y a tellement de designers sur la Terre, tu vas faire un tour au salon Maison Objet, tu pleures, c'est un vomi, il y en a partout, des tonnes de trucs dans tous les sens. Et en fait, au contact de ce gars-là, d'un coup on se dit mais non, mais fais ce que tu es, quoi. Fais ce que tu es, fais comme tu peux, et sagement et gentiment. Donc ça c'est la première belle rencontre. La deuxième c'est Charlotte Perriand. La première fois qu'on a fait le salon du meuble, on était tout seul dans notre trip. On a fait notamment des meubles, là il y avait une illustration. Ces trucs ça ressemblait à rien, ça ne servait à rien. C'était infabricable, on croyait qu'on allait les fabriquer, etc. Et donc voilà, on connaissait absolument personne dans le milieu du design, donc c'était assez drôle parce qu'il y a plein de gens qui sont venus nous voir dont on ignorait totalement l'existence. Et il y a une vieille dame qui est arrivée en survêt blanc intégral, mais une vieille vraiment 90 ans, avec des Nike argent, et qui est venue nous voir et on s'est marré avec elle. Voilà, c'était vraiment très détendu, on n'a pas du tout parlé de design, elle nous a juste dit ouais, sympa, allez-y, continuez. Et on a appris après, en rencontrant sa fille, que c'était Charlotte Perriand. Et Charlotte Perriand, c'est devenu un peu notre mascotte, parce qu'on a failli bosser avec elle sur une expo un peu plus tard. Et puis on a mis ses pièces dans des expos qu'on a faites, etc. Donc on a décidé que pour cette conférence, elle allait être notre mascotte aussi, et qu'elle allait nous suivre pour la conférence. Ah, encore du noir. Anne. Alors là, on rentre dans le dur. Charlotte Perriand, toujours, de dos. La centralité, c'est le désir. Je pense que ça, il n'y a pas d'autre chose à retenir du design. C'est-à-dire que je pense que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaye de se dire quel est le désir qu'on porte quand on fait ça. Sinon, c'est chiant. Sinon, c'est un boulot. On peut avoir envie d'un boulot. Je pense que c'est une idée un peu du XXe siècle. Et du coup, on essaye plutôt de voir comment on peut en faire une expérience. On peut avoir des désirs passionnels. Un désir passionnel, c'est putain, je regarde la télé, Zidane, il a une super bagnole, je veux la même bagnole que Zidane. Passionnel, c'est la même racine que passif. Le désir des autres. Voilà, c'est le désir des autres. Alors, le désir des autres, dans le design, il y en a plein. Vous pouvez avoir envie de ressembler à Nathalie Crasset, à Mathieu Lehanner, à je ne sais pas quel mec qui est directeur de design de je ne sais pas quelle boîte, etc., etc. Mais tout ça, c'est du désir passif. C'est un rêve qu'on vous a vendu, mais c'est pas forcément le vôtre. Mais parfois, il faut savoir jouer le jeu. Donc nous, dans les désirs passifs, par exemple, quand on a appris, on s'est dit, un jour, on nous a dit, ah putain, les Sismos, c'est super ce que vous faites que des petits objets. Alors on s'est rendu compte qu'en fait, les grands designers, grands objets. Le grand designer, il fait un canapé. Donc on a... il faut faire un canapé. Sinon, c'est pas un grand designer. Donc on a fait un canapé. Et parfois, il faut savoir jouer le jeu aussi du design.
Alors le jeu du design est en train d'évoluer, etc. Mais je pense que c'est aussi être honnête avec soi-même, que de jouer le jeu quand il faut jouer le jeu. Si on veut communiquer et qu'on se dit qu'on veut communiquer dans certains médias, bah, vaut mieux faire un canapé qu'un truc en innovation dont personne ne comprend le sens. Là-dessus, c'est sur le côté d'arriver à rentrer dans son désir. Il y a aussi la notion de liberté. Alors la liberté, tu peux te barrer tout seul dans ton coin, faire l'ermite. Mais en fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment libre. Ça rejoint aussi le design, hein, c'est l'exercice de la liberté dans la contrainte. Donc accepter les règles du jeu, de dire en fait, bon, ok, pour être un grand designer, il faut faire un canapé, il faut passer par là. Mais en même temps, c'est toujours avec ce petit sourire de notre ami Delucchi, de dérision, et de se dire ok, on le fait, mais on va quand même garder l'envie et l'énergie pour pas rester là et aller ailleurs. Rester libre. Ça, c'est vraiment notre conviction. Il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire que si vous vous dites que demain vous avez envie de bosser avec la NASA, ou envie de bosser au fond des océans, ou envie de bosser je sais pas où, je sais pas quel est votre rêve, hein, chacun son rêve, ça se construit. Ça se construit et pour le construire, il faut du temps, il faut de la détermination. Nous, on a toujours pensé, c'est la première expo qu'on a fait sur le design, que comme il n'y avait pas de déterminisme, il fallait arriver à faire une cartographie de ce qu'on choisit en design. Donc la première cartographie qu'on a faite, on l'a appelée l'objet du design, en référence à l'objet du désir. Et cette cartographie, elle définissait comment, au début d'un projet, avec nos clients, on va décider avec eux à quoi va servir le design dans le projet. Est-ce qu'on veut faire un projet innovant, fonctionnel, pour changer la société, pour faire du style, etc. Il y a 1000 manières de faire du design. Soit vous en prenez une et vous êtes un spécialiste, soit nous, notre choix a été de dire on va en prendre, à toutes les prendre, on va plutôt définir le parcours qui va dans un projet design. Donc ce carré qu'on a appelé le carré magique, qui nous a servi et nous sert encore vraiment à définir la cartographie du projet. Finalement, cette cartographie du projet, alors là, elle a cette forme-là, mais elle peut en avoir bien d'autres, elle définit avec les acteurs du projet comment ils vont se positionner et de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, quand une boîte vient nous voir en nous disant moi je veux absolument que le design ça serve à faire un projet extrêmement innovant et que quand on regarde les gens qui travaillent dans l'entreprise, il n'y a que des gens qui sont capables de faire de la super finition, du super style, etc. On pose la question de savoir quelles sont les ressources qui seront nécessaires pour aboutir le projet. Je pense que c'est un des points aussi fondamentaux. On est quasiment persuadé qu'un projet qui aboutit, c'est 50% de management du projet. Et le reste, c'est le reste. Et de la création, il y en a un peu, mais la création toute seule, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut apprendre à parler avec les gens. Et puis, il faut avoir des désirs actifs. Donc les désirs actifs, ils peuvent être flous, lointains. Donc ça, c'était notre désir actif. On me demande ce que c'est. La deuxième chose liée à notre éthique du design, c'est l'énergie, c'est les autres. Ça, c'est un truc qui vient déjà de la façon dont on a toujours travaillé. La première chose, c'est qu'on travaille à deux. Donc, travailler à deux, ça veut déjà dire être capable de se parler. Et travailler à deux, c'est pas facile. Hein. C'est plus facile de travailler tout seul avec sa ligne de vie et son désir que de se dire qu'on va partager. C'est pas quand on s'est rencontrés à la Tour H, Olivier n'était peut-être pas là pour être témoin, mais on s'entendait pas tellement en fait. Non, on n'était pas potes du tout. C'est pour ça qu'on s'est associés. C'est que c'était le seul gars dans la promo, je disais lui, je comprends pas bien ce qu'il fait, mais c'est intéressant. Bien des années plus tard, il m'a avoué ressentir ou avoir le même point de vue sur moi, mais c'est vraiment par convergence d'intérêts, se dire on est complémentaires, et une convergence enfin plus qu'une convergence, une synergie de philosophie, d'envie de faire. Elle était vraiment la même. Alors, ça fait 17 ans qu'on bosse ensemble. On s'est jamais engueulé sur quoi que ce soit. De la couleur du stylo à l'enjeu du projet de l'année, ça se passe bien ailleurs. Et puis du coup, après, quand on a appris à s'entendre, alors au début on était un peu tous les deux dans notre trip. Hein. C'est-à-dire que quand on était là, en gros, on n'avait pas de clients. On était persuadés qu'on faisait des trucs géniaux, mais on était vraiment les seuls. Donc on a appris
On vivait beaucoup de freelance, de donner des cours, de trucs qu'on ne maîtrisait pas du tout, les écoles obscures, avec les pauvres étudiantes. Et puis après, une fois qu'on a commencé à savoir à peu près ce qu'on faisait, la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter le désir des autres. Ça, c'est vraiment important aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un projet, vous n'êtes pas tout seul. Donc il y a deux manières de procéder. C'est soit vous arrivez et vous faites un caprice en disant non, mais moi, ma vision, c'est que le projet il est comme ça. Je suis monsieur un tel, et donc si tu ne me crois pas, va voir ailleurs. Nous, c'est pas la façon dont on travaille. La façon dont on travaille, c'est de dire tout le monde a un cerveau, tout le monde est capable d'être intelligent, tout le monde a des désirs qui ne sont pas forcément les nôtres, mais ça se respecte. Et c'est exactement ce qu'il faut mettre au centre de la table quand on fait un projet. C'est essayer de comprendre quel est l'intérêt, ici par exemple pour Coca-Cola, pour cette boîte qui est une méga brand internationale incroyable, de faire un prix du design durable. Et croyez-moi, c'est pas facile d'arriver à discuter de ce sujet tous les jours avec eux. Et du coup, quand on a mis en œuvre ça, finalement, le projet, qu'est-ce que c'est si ce n'est arriver à une solution préférable pour tous. Préférable pour tous, ça veut dire préférable pour le client, préférable pour nous, préférable pour les gens qui vont l'utiliser. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple, M. Legault. Oui, tout à fait. Préférable pour tous, ouais, ce qui est bonnard, c'est le compromis. Si ça ne devient pas jubilatoire de comprendre l'autre, de trouver le compromis, de transmettre son idée, de faire de l'idée de l'autre la sienne, je pense qu'on loupe 99% de ce qu'est le design, hein, parce que des designers autoritaires, comme disait Antoine, qui ont un nom et qui imposent une vision, c'est 0,1% de ce qui se passe et de ce qui se fait, voire même 0% dans tout ce qu'on peut trouver dans cette pièce ici, dans tout ce que vous avez dans les poches, ou tout ce qui traîne autour de nous. Ça ne marche pas comme ça. C'est ça que vous voulez dire ? Non ? Ouais. Et donc ça, par exemple, ce qu'on voit, c'est un énorme boulot pour Tarkett, revêtement de sol, leader mondial de revêtement de sol, voilà, qui utilise beaucoup de plastique, chez qui on apprend que le linoléum, ne désigne pas n'importe quelle surface en plastique, mais le lino, c'est un matériau fait à base de lin. Ce qu'on ne savait pas du tout, ce qui est extrêmement éco et sympathique d'apprendre. Et on a mis un temps fou à les persuader à faire ce produit-là, qui est un produit 100% lin. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous allez virer tous les colorants, la jute en dessous, ça va être de la jute de lin. Et puis tant pis si selon les approvisionnements la couleur ne va pas être stable, on va pas mettre d'additifs, on va rien mettre dedans, parce qu'aujourd'hui ce qui intéresse un architecte qui fait une crèche ou un établissement ou une collectivité, enfin bon, peu importe, c'est les dimensions éco du produit et c'est pas le calage couleur. Le calage couleur, c'est une vieille idée des années 80, on n'en veut plus. Pour arriver à faire ça, c'est un tout petit pas. Après ils ont reçu un prix Cradle to Cradle Gold, voilà. Mais faire bouger l'entreprise vers ça, c'est un tout petit pas, c'est pas grand chose, ça se voit pas beaucoup et en même temps c'est ce qu'on adore faire. Ce que j'aime bien aussi dans ce projet, il y en a quelques-uns dans les projets qu'on a fait, c'est des projets qui sont dessinés avec une gomme. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais prendre le crayon avec un projet comme ça. Il faut que parler avec les gens, que avoir toujours en tête qu'on peut enlever des choses. Et finalement, enlever des choses, souvent, c'est beaucoup plus dur que d'aller au plus court et de prendre un crayon et de dire allez, vite, vite, vite. On se rassure beaucoup avec le dessin, on se rassure beaucoup avec la CAO, on se rassure beaucoup avec l'imprimante 3D, etc. Ça permet de concrétiser quelque chose, donc je pense que parfois c'est nécessaire de ne pas trop se rassurer et de prendre le risque au contraire d'enlever pour concevoir. La deuxième chose qui est très importante dans cet aspect lié au désir et à la reconnaissance, c'est que le désir, il faut qu'elle soit accessible à tous. Ça aussi c'est un point de vue qu'on a, c'est-à-dire que c'est pas un truc d'entre-soi, quoi. Faire du design, c'est pas un truc d'entre-soi, c'est pas un truc élitiste où on va garder notre petite recette et puis on va garder nos petits clients et puis on va garder nos petits trucs. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des expos grand public. La première, ça a été celle-là, hein, l'objet du design qui a été 2009, à l'ouverture de la Cité du Design de Saint-Étienne.
Et c'est bien le grand public, parce que le grand public, il est sévère. Il est très très sévère avec les designers. Et du coup, c'est intéressant de se confronter avec des gens qui ont un regard sur les objets, l'innovation, etc., qui n'est pas du tout celui qu'on a mis en amont dans les projets. Donc dans cette exposition, il y avait 220 projets qui venaient du monde entier, qu'on avait sélectionnés, et qui étaient extrêmement didactiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une expo, on prend les gens là où ils sont. C'est-à-dire que de dire aux gens tu n'as rien compris, tu ne sais pas ce que c'est que le design, mais pourtant je te dis que c'est ça, pour nous c'est pas un point de vue. Le vrai point de vue c'est d'être capable d'argumenter et de rendre accessible le fait que si tu penses que Fiskars c'est du design, ok, on va partir d'ici et puis petit à petit on va avancer dans ta connaissance du design et de la conception. En fait, ce qui est important dans ce que dit Antoine, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont. Un bon designer, c'est aussi un très bon vendeur. Hein, et vendeur, c'est péjoratif comme terme, mais d'aller comprendre ce que notre interlocuteur est capable de comprendre, d'aller comprendre qu'est-ce que c'est que le design pour lui et de dire bon ok, on va partir de là. C'est une démarche de rentrer en contact. C'est très facile de convaincre des convaincus. C'est très facile d'emmener des gens qui n'ont pas d'avis. C'est très compliqué de faire changer d'avis quelqu'un. Souvent, notre job, c'est de faire changer d'avis des personnes qui sont dans des entreprises. Et si on ne fait pas ce type de démarche, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, la moitié du succès d'un projet, c'est l'énergie qu'on met à emmener les équipes, à faire en sorte qu'on fédère et on manage bien le projet. Et du coup, après, on a commencé à faire des différentes expositions. Ça, c'en est une qui avait eu lieu juste à côté, là, à Sèvres, qui est une expo qui était assez étonnante parce que Sèvres, c'est une institution un peu compliquée avec des conservateurs qui conservent et qui savent des trucs extrêmement intéressants sur la céramique, mais qui sont à peu près impartageables par tout le monde. Donc, on avait fait un travail sur le lien entre le vocabulaire des techniques et le vocabulaire des formes. Le vocabulaire des techniques, c'est que si je dis, par exemple, comme ici, tourner, qui est un vocabulaire technique, dans le vocabulaire des formes, que ce soit une coupe précolombienne d'avant Jésus-Christ, un moulin à poivre d'Ikea, un espèce de gros truc de Mathieu Lehanner, un tabouret des radis ou un vase des Sotsas, il y a un vocabulaire esthétique, formel, qui ressort de ça, qu'on ne peut pas ignorer. Et finalement, c'est aussi de dire que, bon, on peut faire croire qu'on invente des formes dans tous les sens. Néanmoins, Ikea, qui fait 1 million de moulins à poivre par semaine, n'arrive pas forcément à faire une esthétique extrêmement différente de Mathieu Lehanner, qui fait moins de 8 pièces dans un autre domaine. Donc le vocabulaire technique est extrêmement important. Et là, c'était aussi, dans le rapport au public, quelque chose qui changeait complètement l'approche de ce musée. Charlotte Perriand, la conscience c'est l'action. Alors ça pour nous c'est fondamental. L'action c'est vraiment ce que vous avez envie de faire au quotidien. Et nous, notre action c'est d'avoir la liberté d'aller partout. La liberté d'aller partout c'est, je pense que le design pour ça, je vois pas quel autre intérêt à ce métier. Le design pour ça c'est assez fantastique, c'est la capacité d'aller travailler mais dans tous les univers. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas d'univers aujourd'hui qui peuvent ne pas être touchés d'une manière ou d'une autre par le design. Donc on avait envie d'aller dans l'art contemporain, donc on a rencontré Mathieu Mercier qui est prix Marcel Duchamp 2003, avec qui on a travaillé sur des installations. C'est toi, c'est moi. Le crâne c'est toi je crois. On a fait une installation où on produisait par imprimante 3D notre propre crâne, ou le crâne du collectionneur, qu'on mettait dans un dispositif avec des êtres vivants que le collectionneur choisit. Alors il y en a qui ont choisi des serpents, d'autres des herbes, d'autres des insectes. Et du coup, c'est une œuvre qu'il faut entretenir en permanence, ne jamais oublier sa validité. Donc ça c'est vraiment très lié à l'art contemporain. On a présenté ça en même temps que la FIAC, c'est un univers assez étonnant. Si vous voulez faire de la politique, vous pouvez faire de la politique. Si vous voulez travailler dans la gastronomie, vous pouvez travailler dans la gastronomie. On a investi dans une épicerie qui est spécialisée dans les produits qui sont
juste proposés par les restos 3 étoiles et qui généralement ne sont pas vendus au grand public. Donc en fait, on était une bande de potes, on se faisait goûter des produits un peu exceptionnels. Et puis un jour, on s'est dit, bah, c'est dommage de ne pas partager ça, donc on va créer une boîte. On va créer une boîte où ce sera des épiceries qui proposeront ces produits-là. Donc ça s'appelle Papa Sapiens. Ça dérape un peu, mais c'est le côté designer entrepreneur. C'est que, comme on le disait, on adore faire à un moment donné. Si ça doit déborder du cadre du studio, bah, on est capable de se dire, ok, on monte une autre boîte, et puis on tente un autre truc, c'est pas grave. Ça sécurise, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, mais en même temps, on peut avancer sur des sujets. C'est voilà, au même titre qu'il y a un projet physique d'un produit, un projet entrepreneurial, ça se design, c'est un projet quand même. C'est pris des grosses tôles. Les financiers, ils sont terribles. Ils ne jouent pas du tout la même chose que vous. Donc on a monté pas mal de boîtes, on a monté une boîte de baskets, de trucs, on s'est fait tôler. On peut aller dans l'industrie lourde, si vous avez envie d'aller dans l'industrie très très lourde. Michelin, ils sont très très lourds. Très très dur, très très compliqué. Très bonne école. Hein. On arrive à faire on est filmé chez Michelin. Donc quand tu arrives à bosser avec eux, c'est vraiment un cap de... Bonsoir. C'est Gérald? Ah non, pardon. Ouais, donc quand on arrive à ce niveau-là, c'est aussi intéressant de pas mal courber les chines pour arriver à sortir un projet avec eux. C'est très compliqué, mais en fait le fait d'arriver à aboutir, ça te fait monter d'un cran. C'est pas mal. De dire, à chaque fois, quand on fait des projets, on essaye de mesurer qu'est-ce qu'on a appris. Et si vraiment on n'apprend rien de rien, on devient très mauvais. Là aussi, sur l'exemple Michelin, c'est intéressant aussi d'arriver, à notre avis, dans un projet, il y a toujours... on ne vous dit jamais exactement quels sont les tenants et les aboutissants en termes d'avancée du projet. Et je pense que c'est vraiment un vrai truc d'arriver dans une entreprise à comprendre quelle est l'expertise de l'entreprise qui est sur le dessus et qui va décider de la réalité du projet. Parce que généralement, vous allez être en contact avec une direction marketing, une direction innovation, une direction générale, une direction quelque chose. Et finalement, par exemple, sur Michelin, on a mis quasiment 1 an à se rendre compte que ceux qui avaient le pouvoir, là, chez eux, c'est les moulistes. C'est ceux qui font les moules. Parce que eux, ils tiennent le secret de comment on fait un pneu. Et finalement, si on n'est pas capable d'accéder jusqu'aux moulistes, on n'avait jamais été en contact avec les moulistes à aucun moment, d'accéder à leur savoir-faire et de les convaincre eux, le projet ne sort jamais. Voilà, donc après, c'est notre cartographie. Hein. En cartographie, vous faites votre cartographie, vous cartographiez tous les endroits où vous avez envie d'aller, toutes les explorations qui vous intéressent, tous les écueils que vous voulez éviter. Donc là, on avait commencé à la dessiner pour une galerie. Ça c'est pas fait, mais néanmoins voilà, il y a plein d'univers dans lesquels on a encore envie d'aller et de dépenser de l'énergie. Ça n'empêche pas que, par exemple aujourd'hui, on a ouvert un département digital il y a plus d'1 an et du coup on se dit qu'il y a plein de trucs à faire dans cet univers lié aux objets et à l'industrie. Mais voilà, c'est très très ouvert, mais c'est à définir en amont. Voilà, comment on s'y prend pour faire tout ça? On a essayé de faire de la rétroconception, comme on dit dans la bagnole. Alors, premièrement, être autonome. Si vous n'êtes pas autonome, c'est mort. Donc ça, nous, c'est notre base. C'est-à-dire autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous êtes capable tout seul d'avoir à bouffer, d'avoir un toit et de pouvoir dire non aux gens. C'est important de pouvoir dire non aux gens dans un projet. Si vous n'avez pas ça, du coup, vous ne choisissez pas forcément vos projets, vous ne choisissez pas forcément comment vous avez envie d'avancer. Donc être autonome, c'est un truc assez important. 2, travail collectif. Donc ça, c'est quelques personnes qui bossent au studio. Je pense que les choses, elles se font... C'est une banalité de dire qu'elles se font pas toutes seules, mais ça me semble super important de dire qu'elles se font beaucoup avec les autres dans la transmission. Que je pense que plus on est capable de transmettre ce qu'on fait, et plus en fait un projet avance.
Et je pense qu'il y a eu une espèce d'époque où peut-être qu'on se disait que le canapé rouge, là, vous en souvenez, là, qu'on vous a montré tout à l'heure, il y avait plein de mecs qui étaient venus nous dire mais attends, moi j'ai déposé le canapé avec un quart de cercle, ah non mais attends, moi j'avais déposé le rouge. Enfin, il y a une espèce de folie sur qui invente quoi, qui est un peu du délire. Je pense que aujourd'hui, avec la digitalisation et l'arrivée de l'open source, etc., en tout cas même dans le design industriel, c'est en train de beaucoup évoluer. Et nous, c'est vraiment quelque chose auquel on croit. On a même rencontré le mec qui a inventé le tapis rond. Il en était persuadé. Alors, comme nous, ça c'est un truc, c'est une petite digression, mais comme on accompagne pas mal de petites startups ou des mecs qui nous perçoivent comme capables de les aider à faire quelque chose, donc on reçoit à l'agence des dingues. Les mecs, je sais pas pourquoi, ils arrivent sur notre site quand ils ont développé quand ils ont fait un brevet. Donc la dernière fois, il y a un mec qui est venu à l'agence, qui travaille dans une administration vers Orléans, et on aurait dû vous l'envoyer parce qu'il cherchait des étudiants pour et qui avait donc il a pris une journée par semaine pour développer un projet secret. Donc il est venu nous voir pour nous proposer son projet secret, et il nous a dit bon ben voilà, il faudrait vous m'aider à le mettre en 3D, je pense que ça se fait sur ordinateur, j'aimerais apprendre les logiciels, etc. Et c'est génial parce que je dis ça sans aucune méchanceté. Le mec est arrivé et il avait inventé, c'est son terme, des lunettes. Donc une paire de lunettes, bon, avec une forme, effectivement, qui était probablement particulière, et qu'il avait dessiné sur du papier millimétré, comme ça. Et donc lui, c'est génial, les avantages, il passait sa vie à essayer de comprendre comment il pouvait passer du papier millimétré à un ordinateur. Donc il voulait soit trouver une école qui lui permettrait d'apprendre, etc. Alors je lui disais, c'est quand même de la formation, c'est pas si facile et tout. Non mais je me mets juste à côté de vous, derrière l'ordinateur. Je dis, on sait même pas faire, nous, c'est pas nous qu'il faut venir voir. Et voilà, on a rencontré pas mal de gens comme ça, et le tapis rond, bon lui il était pas drôle. Il faut être super fier de réaliser en situation. Alors on a mis cette photo parce que ça c'est... On va travailler pour des gens qui font des sacs poubelles. Voilà, plus ingrat, on peut pas. Mais c'est assez génial en fait d'être toujours, d'être content d'être dans la situation dans laquelle on bosse. Alors que ce soit je suis en debug, effectivement c'est pas aussi brillant de faire une conférence StratConnect. Mais bon, néanmoins, il y a aussi du plaisir là-dedans. Et il y a du plaisir dans toutes les situations, mais je pense que ça c'est super important d'être content d'être dans les univers dans lesquels on bosse. Alors nous on aime beaucoup la diversité, donc on aime beaucoup plein d'univers, mais c'est pas une obligation. Et puis c'est toujours dans cette façon d'être actif et de réaliser en situation. Là on vous a mis cet exemple parce que c'est Fred en parlait tout à l'heure, c'est le centre d'innovation de Saint-Gobain. C'est super dur de faire des projets compliqués. Ça va coule de source, hein. Mais par exemple chez Saint-Gobain, ça a mis 3 ans et demi pour arriver à les convaincre une boîte d'ingénieurs qu'on pourrait dans un centre d'innovation ne pas mettre un chiffre, ni même un mot. Et du coup, il faut être super tenace, mais ne jamais prendre les gens de haut. C'est-à-dire qu'en face, on avait des mecs, mais on avait l'impression que c'était vraiment obtus, quoi. On n'allait jamais y arriver, qu'on parlait pas le même langage. Plusieurs fois, le ton est monté. C'est la seule fois qu'il a raconté. Non, on s'en fout. Mais c'est la seule fois où j'ai engueulé un client. C'était le patron du centre de recherche d'Aubervilliers. Le mec, il pilote, je crois, il doit avoir 500 chercheurs là-dedans. Et je lui ai dit, mais vous m'épuisez. Mais vraiment, je l'ai traité de tout. J'ai dit, c'est fatigant. Mais il y a un moment donné d'arriver à avoir ce ton, cette tenue, je lui dis, voilà, soit on règle le problème, soit nous on arrête, parce que là, c'est plus possible. C'est aussi d'arriver à se dire à un moment donné, il faut donner des limites et pouvoir gueuler quand il faut. Bon, honnêtement, c'est arrivé qu'une fois, parce que c'est vraiment un constat d'échec hein, quand on arrive à ça, c'est qu'on n'a pas trouvé le moyen de dialoguer avant et autrement, mais de faire bouger un paquebot comme le groupe Saint-Gobain, parce que là c'était le groupe, hein, c'est Placo, c'est Lapeyre, c'est Isover, enfin bref, c'est un truc un peu énorme.
d'arriver à faire bouger une entité comme ça demande une énergie. Bon, heureusement, on en a beaucoup. Mais, et de l'optimisme, ça, avant de nous... Ah merde, tiens, ça. C'est assez important aussi. Le syndrome du pack de jambon. S'il vous plaît, le syndrome du pack de jambon. Combattre la paresse. Ça, vraiment, dans le design, le nombre de merde qu'on voit, c'est impressionnant comme il y a des espèces de redites tout le temps, de trucs. Après, ça peut être un choix, mais je vois pas vraiment exactement de quel choix il s'agit. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi un plaisir à combattre la paresse dans le design. Parce que la paresse, elle est simple. Hein. C'est que quelqu'un vous demande de faire quelque chose, je sais pas, un fauteuil. Vous googlisez tous les fauteuils design et de préférence de créateurs qui sont sortis récemment, et puis vous faites la même chose en un peu différent. Et je pense que ça, c'est vraiment une plaie dans le design. Ouais. Du coup, il y a une notion de résistance là-dedans. Parce que là, quand on monte le pack de jambon, il y a un truc terrible, c'est le test conso. Alors, le test conso, c'est lui, il détient la vérité vraie, et puis toi, tu t'écrases et tu t'inclines sous la pression du test conso. Le test conso, on en a vécu, on en a vu, on était de l'autre côté du miroir, comme dans les films d'action américains. Sans déconner, il y a 5 pèlerins qui donnent leur avis, et il y a 14 mecs de l'autre côté qui prennent des notes. Et tu vas faire ton choix sur ta stratégie là-dessus. Bon, une fois, il y a une boîte avec qui on bossait, ils n'ont pas suivi le conseil du test conso. Mais c'est rare, il faut un niveau de confiance. Bref. Attention à la paresse. Alors, on a mis cette image un peu ridicule. Alors, il ne faut pas regarder à l'improviste, et il faut regarder le truc qu'il a dans les mains, le mec. Là. Donc ça, c'est une grosse bouse qu'on a faite. Et ça, c'est typiquement le truc de paresse. C'est-à-dire, on va pas citer la marque. Ah bon, Non, on va pas citer la marque. C'est filmé. c'est en cristal. Ouais, c'est en cristal. Ça vaut une blinde. Et alors, avec cette boîte, Ça vaut 2600 € cette chose. 2600 €. Pas les lunettes, hein. Et ça, typiquement, c'est vraiment l'exemple typique de la paresse. C'est-à-dire quand on bosse avec cette boîte qui vient nous chercher, je sais pas, enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent nous chercher en fait, et qui nous dit oui, on va faire un vase, signer les 6 mots, etc., etc. Et le mec, je sais pas, il a pas voulu qu'on visite l'usine, il a pas voulu qu'on rencontre les gens, c'était bizarre, il voulait une aquarelle, il voulait un truc, on était comme des cons, on était comme ça, on attendait, on disait mais vous faut nous donner des contraintes, faut nous donner des embrouilles, autrement on va rien faire quoi. Alors il dit non mais vous faites un beau vase. Bon, c'est rare de dessiner un vase. On a fait ce truc, mais c'est hideux quoi. C'est juste monstrueux quoi. Non, tu peux pas dire ça quoi. Il y avait une idée, c'était le reflet, merde. Et donc on a compliqué le truc en faisant un reflet, il y avait un vase, il y avait une partie standard là qui est cristal et puis le bleu dessous qui devait refléter, c'était nul mais affligeant. Mais ça c'est typiquement le projet de paresse. Le truc, on sait pas comment le prendre, on sait pas. Voilà. Attention à la paresse parce qu'en plus vous faites des grosses merdes. Bon, faut respecter le temps. C'est toujours Charlotte Perriand. Alors ça, c'est le premier projet qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est? Que font-ils? Donc ça, c'est un truc où on s'était dit, on va faire de l'édition, on va vendre nous-mêmes. On était arrivé, c'était l'époque des fluos compacts, vous n'avez pas connu vous. C'était un truc avant les OLED, avant les LED, mais quand même après le filament incandescent quoi. Et donc on s'est dit, comme c'était froid, on allait le mettre dans quelque chose. Et donc on a fait un détournement assez génial, puisqu'on a trouvé de la guette de blindage de tube qu'on a mis sur l'ampoule. Et on a mis tout ça sur un cube en bois. Et c'était un très très bon moment. Vraiment. Salaud, il m'a dit, je lui ai dit, mais putain, mais comment on va changer l'ampoule? Mais non, on s'en fout. C'est des ampoules longue durée. Putain. Du coup, un jour, il y a un mec qui est revenu, il avait mis une ampoule à filament. Ça avait brûlé. Il a failli foutre le feu. Ça paraît. Là, t'es responsable. Je dis pas, t'as vendu un truc sur le marché qui est extrêmement dangereux. Il a voulu changer l'ampoule, il a enlevé la tresse inox, c'était collé.
Du coup, il s'était piqué les doigts, il saignait. C'était un drame. Du truc qui fait, c'était génial. On s'était dit, mais en fait, on avait un peu benchmarké, on dirait aujourd'hui, les magasins qui seraient capables de vendre ça. Alors à Paris, on avait fait le tour un peu de 3 magasins, puis il y en avait un qui s'appelait Electrorama, qui vendait que des lampes, de Stark, de trucs, de machin. C'est nous, c'est pas nous, quoi. Et donc on arrive avec notre truc, là, et puis donc on lui présente et tout, puis le mec dit, ouais, c'est pas mal et tout, mais comment on change l'ampoule? Et devant le mec, donc je retire l'ampoule, la gaine, bah, c'est simple, hein, comme ça, et je la remets, et en la remettant, j'avais les mains qui saignaient. C'était plein de toutes petites fibres en métal qui m'étaient rentrées dans les doigts, mais on était vraiment d'un optimisme qui n'a pas changé. Ça aussi, c'était l'erreur de débutant, ou l'enthousiasme de débutant. On faisait du porte-à-porte, hein, on allait voir les boutiques, bonjour, hein, on était déguisés avec 2 looks différents de designers branchés. On ne savait pas trop comment ça marchait. Donc, en fait, selon la personne, il y avait un costard et l'autre un look plus décontracté, tout de suite la personne s'adressait à ce qui était pour elle un designer. Donc pas moi ou pas lui, ça dépendait. Bref, et le premier point de vente où on va, c'est la boutique du centre Georges Pompidou. Allez, on y va, on est hyper confiant. Et là, la nana dit, ah ouais, génial, super, je les prends. On va les mettre en vitrine. Donc là, on s'est pris d'un enthousiasme, on a stocké des tonnes, on s'est dit on va vendre. Et c'est resté 2 ans dans une vitrine, ça s'est jamais vendu. C'était pas ça, c'était sa petite sœur, c'était une salière, donc on comprenait encore moins ce que c'était. Donc des fois, les gens comprennent pas en fait. C'est con, c'est génial. Ouais. Bon, et alors après, du coup, bah, voilà, là, ça c'est 98, hein, peut-être. 17, 18. De franchement du monde, c'était long. Et du coup, bah, finalement, bah, à force de se planter, puis d'essayer, puis d'arriver à faire des trucs, bah, on arrive à faire que tous les désirs qu'on a, ils deviennent simultanés. Et ça, c'est arrivé à peu près il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, on a commencé à se dire, là, on arrive bien à faire ce qu'on a envie de faire. On faisait les trucs dans l'art contemporain, on faisait des expos, on fait des produits industriels, on voyage, on a des équipes avec qui on transmet, enfin voilà, il y a plein de trucs vraiment bien. Donc, mais pour ça, il faut du temps, et je pense que le genre de se dire on va y arriver tout de suite, là, dans 3 ans, dans 4 ans, je pense que c'est assez risqué, parce que c'est assez dangereux d'avoir une espèce de courbe comme ça, et puis la redescente peut être assez fatale. En même temps, on s'est jamais dit qu'on allait arriver à quoi que ce soit. Hein. On avance. L'idée, je ne sais plus qui nous posait la question, est-ce que vous avez réussi? Déjà, si tu te poses la question, t'es mal barré. L'idée, c'est toujours de se remettre en cause et d'avancer. Après, donc ce qui fait que, voilà, tant qu'on a la sensation de progresser, d'apprendre, tout va bien. Ah, vous reconnaissez? C'était le dessin de tout à l'heure. Et ben voilà, c'est devenu réel. Nous, on avait envie, quand on a monté Sismo, on était passionnés du Moyen-Âge. Et on s'est dit, un jour, on va avoir un lieu dans lequel on va trouver un moyen, on ne savait pas comment, de faire du design, avec les clients qu'on aura. On n'avait pas de clients. On ne savait pas trop comment. Et en fait, donc c'était vraiment un rêve de gamin, d'avoir un bâtiment du bas Moyen-Âge, vraiment 12-13e. Et donc on a commencé à regarder assez vite en fait, il y a 10 ans on s'est dit tiens on va regarder des trucs et tout. Et on avait trouvé ce bâtiment. Puis donc on a dit super et tout, on va avoir notre château. Et on allait voir le banquier, il y avait tu dégages. Déjà tu te payes, et déjà tu te nourris, et puis après tu verras si tu achètes des cailloux. Et donc on avait été assez vexés. Et du coup, on s'est organisé. Donc, on s'est organisé, bah, là aussi, hein, c'est pour arriver à aboutir des projets, un projet comme celui-ci, ou un projet avec une grosse boîte, ou un projet avec un artiste, etc. C'est toujours pareil, c'est vraiment une question de ténacité et de volonté. Et puis, bah, c'est marrant, la vie. C'est marrant, la vie. 10 ans après, le banquier nous a rappelé en nous disant voilà, je pense que ça va être bon. Et on a re-regardé ce qu'on voulait acheter, et ce bâtiment, on avait déjà vu, était à nouveau à vendre. On s'est dit, il est bon. Et donc on a acheté
ce vieux bâtiment. Et là-dedans, on fait des workshops avec nos clients, nos meilleurs clients. C'est un bâtiment où c'est rude. C'est au centre de la France. On appelle le projet, en fait, ce projet, parce que c'est un projet d'entreprise, hein, avec nos collègues. On appelle ce projet être au cœur et avoir du recul. Donc être au cœur, on est à Paris, on a un studio de design à côté de Pompidou, du BHV et des musées des arts et métiers, des triptyques gagnants du design. Et avoir du recul, c'est aller là-bas, c'est au fond de la Creuse. Il n'y a pas de chauffage. Il y a des plafonds à 6,50 m. Il faut monter du bois si on veut chauffer. C'est tout autre chose. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est la première chose qu'on pose comme question aux clients quand ils vont là-bas. On leur dit alors les gars, c'est quoi le projet sur lequel vous travaillez qui sera encore là dans 800 ans? Et ça, généralement, ça calme. Et pire, la réponse, c'est des déchets. On produit des déchets qui seront encore là dans 800 ans, c'est tout. Donc, du coup, c'est vraiment un lieu pour remettre un peu en place les idées et pour. Alors on fait des workshops. Fred leur fait un peu de sensibilisation à la forge. On a monté des ateliers aussi. Moi, la dernière fois, j'ai fait un atelier de traite de chèvre. On a fait tai chi aussi avec David, un de nos collaborateurs. Il faut avoir un peu ce côté magique aussi dans le design, c'est important. Et finalement, c'est marrant, comme des gens qui vont là-bas, on se retrouve dans une condition qui est la condition qu'on préfère, hein, c'est la condition de faire des projets entre gens humains, normaux. On n'est pas directeur du marketing, étudiant, designer et tout, on s'en fout un petit peu en fait pour bien aboutir à un projet. Et je pense que toute la démarche qu'on essaye d'avoir, c'est ça. C'est d'essayer de se dire que finalement, on met en œuvre toutes les conditions pour que ça soit une aventure de projet, que ce soit une aventure humaine et pas des aventures professionnelles, comme on disait au tout début. Parce qu'un directeur marketing, c'est vite très très chiant. Un directeur du bureau d'études, c'est vite très très chiant. Un designer, c'est vite très très chiant. Et chaque fois qu'on se cache derrière une carte de visite, ça peut devenir vite assez pénible. Et voilà. On a dit merci à Robert Misrahi, Spinoza, Müller, Sartre, parce que finalement, ce qui nous inspire, nous, dans le travail qu'on fait au quotidien, c'est jamais des designers. C'est toujours un truc qui nous a fascinés, c'est que les designers ne savent pas écrire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une grande époque des designers italiens qui écrivaient beaucoup dans les années 70, qui ont beaucoup produit. Aujourd'hui, il y a une espèce de trou d'air. Eux savent écrire maintenant. Hein. C'est vrai, mémoire, non. Bon. Et tant mieux. Mais en tout cas, nous, ce qui nous inspire, c'est rarement le design. Bon. Merci pour ce bon moment. Je pense qu'on a moment d'humilité. Vous avez toujours la même fraîcheur. Je vous ai connu il y a 15 ans, justement. Vous étiez en 15 ou 20 ans. Vous étiez en galère. Ils vous ont pas pipoté là. Je me souviens de 5 ans de vaches maigres. Et puis voilà, ils ont tenu le coup. Enfin, je pense qu'ils ont bien raconté leur histoire. Et c'est vachement bien pour vous. Je suis très très content de votre venue, de ce que vous nous avez fait passer comme message. Je pense que c'est partagé, quelle que soit la génération entre la mienne et celle qui est ici. C'est des choses qu'il faut recevoir. Parce que ce qu'on peut faire, c'est éventuellement poser quelques questions, ou faire des commentaires. Vos invités sont tout oui. Est-ce qu'il y a y aller, hein, du rude. Si je vais faire passer le micro, on va se débrouiller sans peut-être. Ah. Enfin, vas-y mollo. Attends qu'on va filmer. Non. Comment une société comme Saint-Gobain vous appelez pour vous poser une question aussi vague que pour le centre de recherche? Alors. Vous avez eu des contacts auparavant avec Saint-Gobain ou ils sont juste venus vous voir et ils se disent. Comment on a rencontré Saint-Gobain? Pourquoi ils nous confient ce projet? Comment est-ce que vous êtes arrivé comment ils sont arrivés à vous confier ce projet? Parce que c'est très vague et c'est pas forcément un designer au début pour. Alors, on
rendait pas tellement compte il y a encore quelques temps, il y a 70% de nos projets qui viennent par réseau. Quand je dis réseau, si par exemple on prend le cas de Saint-Gobain, il y a bien des années en arrière, c'est Nicole Barr, donc une petite demoiselle qui monte sa boîte, qui s'appelle Parcours Design, et qui propose à des entreprises de se balader dans des showrooms. Elle nous contacte en nous disant est-ce que je pourrais passer dans votre studio, voilà, on se connaît un peu. On dit bah oui. Et là, le fait de dire oui, on s'en rend pas compte, mais c'est crucial, c'est ce qui fait que 3 ans plus tard, on va réussir à bosser avec Saint-Gobain. C'est qu'un jour, elle vient avec une petite équipe de Saint-Gobain pour voir ce que c'est que le design, qu'est-ce qui se passe à Paris, et puis on sympathise avec une responsable de la com. Puis on la recontacte plus tard, elle nous confie un petit projet. On fait des objets détournés pour valoriser des matériaux haute performance. Et puis on rencontre derrière le directeur de la recherche. Et puis en parallèle, on avait commencé à bosser avec Legrand, avec qui on avait déjà fait des sujets. Enfin, et c'est un maillage, c'est un tissage. C'est le fait voilà, il y a un gars qui vient et qui a un pauvre projet de lunettes, mais on l'écoute. Et puis un jour, bah, tu récoltes les retours entre guillemets, cette humilité, cette écoute, de passer du temps avec des gens. Un beau jour, comme ça, tu montes des marches. Tu peux pas te dire d'un coup, je vais avoir Saint-Gobain. Saint-Gobain, si on remonte le fil d'Ariane, il faudrait même se demander comment on a rencontré Nicole. C'est sûrement par réseau, il s'est passé quelque chose à un moment donné avant. Voilà, mais tu montes des marches, tu pars tout en bas d'une échelle et tu arrives à faire un centre d'innovation pour Saint-Gobain. Je pense que dans les contacts, c'est 5 ans. Ça a mis 5 ans. Avant d'arriver à avoir la bonne personne. Après, le jour où tu as la personne en face de toi, tu n'as qu'une chance de faire bonne impression. Et généralement, là je cite Kevin, et généralement, aujourd'hui, on nous confie des projets, souvent on nous le dit, ah, non, j'ai pas de brief ce matin encore, je viens vous voir parce que j'anime la cellule innovation de tel groupe, par contre j'ai pas de brief, hein. Là en ce moment on réfléchit au planning de 2016, on lui présente ce qu'on fait, et là la personne dit, ah, en fait j'ai 4 sujets potentiels parce que je savais pas à qui les confier, et là j'ai l'impression d'avoir des gens en face de moi qui vont pouvoir s'approprier et répondre à des questions que je ne savais pas à qui poser. Et c'est ce qui fait qu'on cultive notre différence, qu'on cultive ce qu'on fait, cet atypisme. Et là, c'est un positionnement sur le marché du design. Hein. Il y a des gens qu'on va aller chercher parce que, voilà, si tu veux d'avance savoir le résultat que tu vas avoir pour faire un mobilier ou de la hi-fi ultra high-tech, tu vas voir Oraito. Tu sais le résultat que tu vas avoir. Et c'est un positionnement qu'il a. Nous, on n'a pas le même, mais on attrape d'autres projets.